Bonjour Bruno. Bonjour. Marine Le Pen se prétend anti-système. L'Europe est au cœur du système. En quoi son projet européen est-il donc dangereux? Je pense sur le sujet européen que l'imposture du discours de la candidate du Front National est la plus patente. La dislocation de l'Europe qu'elle désire, qu'elle appelle de ses voeux, serait un désastre pour la France et tout le continent européen. Ce ne sera pas la dislocation du capitalisme, comme pourrait le laisser penser effectivement, et dans les éléments de langage dont vous parlez, c'est-à-dire candidate anti-système, etc. Mais au contraire, l'émergence d'un nouveau stade du capitalisme, d'un nouveau type de capitalisme, encore plus dur et encore davantage à la merci des contraintes extérieures. On se retrouve aujourd'hui, un peu comme certaines des périodes les plus sombres de notre histoire, où le capitalisme en crise avait choisi une option dure, autoritaire, pour sortir de sa crise, pour imposer des solutions. Régime totalitaire. Quand c'est Pétain, c'est totalitaire, effectivement, vous avez raison. Voilà, la mise en place de sa politique créerait évidemment immédiatement, je ne développerai pas là-dessus, mais créerait immédiatement en France et sur le continent d'énormes tensions. Parce que, je ne développe pas parce que ces choses ont déjà été faites, mais ont déjà été dites, mais par exemple, imaginons les conséquences de ce qu'elle appelle la préférence nationale, traduit dans des textes de loi. Des conséquences que ça pourrait avoir sur les divisions, les tensions qui règnent déjà dans certains quartiers, qui ont été précarisés, qui vivent déjà des explosions de temps à autre. Et là, on multiplierait les antagonismes et les risques d'affrontement, voire les risques d'une guerre civile larvée, voire plus. On peut déjà avoir une idée, je pense, du type de société que veut instaurer Marine Le Pen, en regardant très concrètement ce qui se passe dans les pays où les nationalistes sont arrivés au pouvoir, parce que c'est la caractéristique de la dernière période. Il y a plusieurs pays qui sont passés entre les mains des nationalistes. Regardons ce qui se passe en Hongrie, par exemple, ou en Pologne. Dans la Hongrie de Viktor Orban. Et c'est la Hongrie de Viktor Orban qui a construit déjà un mur à sa frontière, avec les conséquences que ça peut avoir évidemment sur la liberté de circulation des citoyens. Il a construit un mur, il avait introduit des mesures très discriminatoires par rapport aux Roms, les étrangers, il y a beaucoup d'étrangers Roms dans son pays, ou beaucoup de Roms qui sont implantés en Hongrie de très longue date, traditionnellement. Et il a instauré une mesure de travail obligatoire. Moi, je ne peux pas l'appeler autrement. C'est-à-dire qu'un Rom reçoit, c'est entre 50 et 100 euros par mois pour faire des travaux d'utilité collective, et il est obligé de faire cela. C'est-à-dire que pour les collectivités locales, etc., c'est-à-dire que c'est un véritable racket d'État sur les populations les plus fragiles. Alors, bon, ça, il faut imaginer les tensions qui existaient déjà entre les Roms et la population ces antagonismes-là, c'est pas par ce type de solution ethnique, entre guillemets, de discrimination ethnique, qu'on va parvenir à les régler. Il y a aussi des exemples analogues en Pologne, avec les dérives de la Pologne, notamment les tentatives pour supprimer le droit à l'avortement pour les femmes, etc., etc. Mais l'exemple plus patent est situé hors d'Europe. Il est situé aux États-Unis. Les États-Unis, de Donald Trump constitue une référence pour Marine Le Pen. Elle n'a pas cessé de le dire. Elle a même cherché à le voir avant son élection. Elle est allée à la Trump Tower à New York à plusieurs reprises. Donc voilà. Donc c'est sa référence, pour ne pas dire son modèle. Or, qu'est-ce qu'on observe après 100 jours de pouvoir de Donald Trump? C'est une situation extrêmement grave sur le plan des États-Unis comme du monde.
On a un président Trump qui a multiplié, qui a augmenté, qui veut augmenter de 10% les dépenses militaires. Donc l'armée américaine est déjà pléthorique, est déjà énorme, et il veut encore augmenter de 10% ce budget militaire. Et puis il a bien signifié qu'il entendait se servir de cet outil militaire pour bien imposer les deals, les positions qu'il veut imposer à ses partenaires. Quand il est intervenu en Syrie, par exemple, il a bombardé une base aérienne syrienne sans demander l'autorisation à personne, surtout pas à l'ONU. Quand il a utilisé la même chose, il n'a pas demandé l'autorisation à l'ONU ni à personne pour utiliser la bombe, la mère de tout ce qu'il appelle la mère de toutes les bombes, c'est-à-dire l'engin conventionnel le plus gros qui existe dans l'armée américaine. Et puis il y a maintenant, en ce moment même, les tensions qui montent dans la péninsule coréenne et les États-Unis qui ont installé, l'armée américaine qui a installé des missiles antimissiles le long de la frontière sud-coréenne, ce qui laisse à penser que si on installe des missiles antimissiles, c'est qu'on envisage éventuellement de taper sur la Corée du Nord, et donc que l'on craint des représailles. Voilà, donc c'est extrêmement dangereux sur le plan militaire, sur le plan de l'usage de l'atout, entre guillemets, militaire des États-Unis, mais aussi ultra-libéral, pour reprendre un autre élément de langage qu'utilise fréquemment Marine Le Pen, c'est Donald Trump marie les deux choses. Il marie cette puissance militaire à cette volonté d'alléger. Bon, il s'est débarrassé très rapidement par un décret des timides mesures de régulation qui avaient été envisagées après le krach de 2007 aux États-Unis. Et puis là, il y a 3 jours, il vient de mettre en place une réforme fiscale qui va réduire la fiscalité sur les sociétés, sur les entreprises, sur les grands groupes, de 35 à 15%. Lisez le programme de Marine Le Pen. Dans le programme de Marine Le Pen, on veut réduire l'impôt sur les sociétés. Alors peut-être sans doute pas, c'est jusqu'à 22%, c'est moins que 15%, elle est un peu au-dessus mais par rapport aux 37% aujourd'hui existants, c'est beaucoup. Donc il y a et autre mimétisme de Marine Le Pen avec Trump, autre mimétisme grave, elle veut augmenter les dépenses militaires de 2% l'an prochain, si elle est élue présidente, et de 3% l'année d'après. Donc là aussi, on constate, et la France n'a pas la puissance militaire des États-Unis, mais quand même, ce n'est pas une puissance secondaire sur le plan militaire. Elle intervient assez régulièrement en Afrique et au Moyen-Orient. Donc voilà, c'est extrêmement préoccupant de ce point de vue-là également. Il faut bien voir que le type de construction européenne à l'œuvre aujourd'hui a fourni incontestablement des munitions aux nationalistes européens. Et en l'occurrence à la candidate nationaliste française. Parce qu'à force de mettre, on a construit l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, fonctionne sur quasiment plus que sur le principe de compétition. Au départ, on avait 2 principes, un principe de compétition, un principe de solidarité. Le principe de solidarité, il s'évanouit aujourd'hui quasiment totalement. Il reste quelques bribes, par exemple avec la politique agricole commune, avec ce qu'on appelle les fonds structurels qui servent à des infrastructures, à bâtir des infrastructures dans les pays les moins avancés, qui servent aussi par exemple dans le nord de la France. Il y a des fonds structurels qui sont les bienvenus dans une zone dévastée, mais bon, qui sont très très insuffisants, qui ne sont pas à la hauteur des besoins de solidarité qu'il y a en Europe. Donc ce principe de compétition, on a joué les États contre les États, on a joué les régions contre les régions, finalement les salariés contre les salariés. Voilà, on est dans cette situation où ça devient
insupportable. On a un cadre européen qui est de plus en plus exigeant. Il ne faut pas dépasser 30% de déficit, il ne faut pas trop dépenser pour le social, etc. etc. Je ne développe pas parce que c'est bien connu. Mais donc c'est ça qui a nourri aussi le discours des nationalistes. Le national-libéralisme que j'évoquais tout à l'heure est un aboutissement de cette crise. Et un aboutissement, il y a beaucoup de gens, au point qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont penser voter pour une rupture avec un système européen qui est effectivement un carcan insupportable que j'évoquais tout à l'heure. Avec une augmentation de la précarité, des inégalités partout. Mais en fait, outre le racisme, la xénophobie, l'empreinte fasciste du projet porté par Marine Le Pen, leurs suffrages vont se porter sur la consécration du système. Parce que cette mise en concurrence, Marine Le Pen, elle ne fait que porter à son stade extrême une mise en concurrence qui existe déjà. On dit les peuples, les États, les régions doivent se mettre en concurrence. Elle veut que la France se mette en concurrence et répondre le mieux possible à cette mise en concurrence. Mais dans le contexte actuel, c'est au détriment des intérêts des Français. Au détriment des intérêts des travailleurs français. Pour ça, j'évoquais... Et des agriculteurs aussi. Oui, bien sûr, mais tout à l'heure j'évoquais un nouveau stade du capitalisme. Voilà. Mais Marine Le Pen, quand même, il veut sortir de l'euro, et c'est là au moins, disons, est-ce qu'on peut dire c'est un gage de changement? Qu'est-ce qui nous amène? Pas du tout, au contraire. Cette sortie de l'euro aurait des conséquences désastreuses pour les salariés français. Le gain que l'on cherche à obtenir, c'est assez simple à comprendre. Le gain que l'on cherche à obtenir quand on sort quand on dévalue, parce que la sortie de l'euro, ça va être une dévaluation du nouveau franc, du franc qui sera créé à cette occasion-là, et immédiatement, le franc va être dévalué. Cette dévaluation, ça équivaut à une dévalorisation, en même temps, du travail des salariés français. Donc, si on dévalue 10%, le travail des salariés français va être dévalorisé de 10% également. Or, il y a un piège tout de suite qui se met en place, c'est que le pays, lui, il reste dépendant des livraisons extérieures, par exemple, pour l'énergie. En France, on n'a pas de pétrole, donc on est obligé d'importer des produits pétroliers, etc. On est obligé de les importer. Et donc, avec une dévaluation du nouveau franc, cela coûterait d'autant plus cher. Cela coûterait 10%, 15%, 20%, 30% plus cher. Et donc, du coup, évidemment, ça se traduira par une augmentation des prix. Parce que les prix des produits qui ont à forte base énergétique, etc., vont être les premiers à augmenter très fort. Et du coup, par une baisse du pouvoir d'achat des Français, puisque les prix augmentent, leur salaire reste bloqué. Alors, ils seront tentés de se battre pour essayer d'obtenir des augmentations de salaire. Mais là, Marine Le Pen a dit qu'elle se battra pour un équilibre des comptes publics. Quand on se bat pour un équilibre des comptes publics, c'est arrivé. D'ailleurs, on a l'expérience. C'est comme on a l'expérience concrète aussi on a l'expérience concrète des nationalistes au pouvoir dans certains pays européens. On a l'expérience concrète aussi des dévaluations dites compétitives qui ont été faites par les différents gouvernements. Il y en a eu 15 ou 16 depuis la guerre. La dernière n'était pas pratiquée par François Mitterrand. Donc on a cette expérience-là. Et cette expérience-là, elle débouche à chaque fois sur ce phénomène de baisse du pouvoir d'achat et de renchérissement des prix. Et à chaque fois, cela se traduit pour contrer les effets de ce renchérissement des prix. On pratique des politiques d'austérité drastiques. C'est-à-dire que les salaires ne sont pas augmentés, ils sont bloqués, les dépenses publiques, elles sont bloquées, etc. etc. Donc très très vite,
on s'apercevrait du côté très pernicieux de la chose. La Hongrie, par exemple, la Hongrie n'est pas dans l'euro. Là aussi, là encore, elle va fournir un exemple très intéressant. Elle n'est pas dans l'euro, et pourtant, elle est très, très intégrée au système de production des grands groupes allemands. La Hongrie a des dizaines de sociétés, de filiales, de groupes allemands. L'un des derniers investissements, c'est à Győr, une usine de moteurs du constructeur automobile Audi. Ben, c'est très simple. Pour les grands groupes allemands, ils investissent à bas prix, puisqu'ils investissent en forint hongrois, donc c'est pas cher. Ils investissent à bas prix dans ces usines, ils ont une main-d'œuvre assez bien qualifiée, donc les produits en question sont de qualité, et puis ils importent les pièces détachées et ils les assemblent en Allemagne pour les estampiller Made in Germany. C'est ça le système compétitif des grands groupes allemands. Et donc la Hongrie, elle est complètement intégrée à cela, avec son forint et avec son président Orban, nationaliste, etc., etc. Donc les choses marchent de pair. Vous voulez dire que sortie d'euro n'est pas bénéfique aux industries nationales? Mais non, la sortie de l'euro, ben là, je vais venir sur la sortie de l'euro. Elle n'est pas bénéfique elle n'est pas bénéfique, non, dans un contexte où on continue de jouer sur les logiques de compétitivité. La dévaluation, c'est pas un hasard. Si la dévaluation, elle reste dans cette logique, elle s'appelle dévaluation compétitive. Et Marine Le Pen n'envisage pas autre chose qu'une dévaluation compétitive. Ce que je viens de dire sur la Hongrie, on en a une autre preuve concrète avec d'autres partenaires nationalistes de Marine Le Pen, les nationalistes allemands. Les nationalistes allemands sont favorables à une sortie de l'euro, eux aussi. Alors, si l'Allemagne, les grands groupes allemands dominaient l'Europe grâce à l'euro, uniquement grâce à l'euro, ça serait se tirer une balle dans le pied. En fait, on s'aperçoit que ce point de vue des nationalistes allemands est partagé par une partie, je ne dis pas une grande partie, la plus grande partie reste favorable à l'euro, mais une partie du patronat allemand, même Hans Olaf Henkel, qui est l'un des piliers, qui est qui était le Parisot allemand, si on peut dire, puisqu'il était l'ancien patron des patrons allemands, qui a rejoint cette position, qui a même écrit un bouquin pourquoi il faudrait que l'Allemagne sorte de l'euro. Parce que la crainte, c'est qu'en étant dans l'euro, ils aient finalement à payer pour les autres, pour les Grecs, etc. etc. Et par contre, en ne sortant pas de l'euro, ils peuvent se ménager des avantages, comme avec toute l'Europe de l'Est, avec le forint que j'évoquais tout à l'heure. Et si l'euro disparaît, à ce moment-là, ces avantages-là, ils pourront les construire y compris avec la France. Il y a déjà eu, en 2015, on a failli avoir une prise de contrôle de Siemens, de Alstom, par Siemens. Bon, cette prise de contrôle, elle serait totalement possible, puisque avec un franc dévalué, ça coûterait pas trop cher au groupe Siemens de s'acheter un industriel français. Donc, du coup, non seulement la dévaluation ne rapporterait pas, ne stimulerait pas l'industrie en France, mais au contraire, elle la pénaliserait encore plus. Donc, c'est un problème très complexe. Si on fait abstraction pour une évaluation compétitive, si on observe les choses pour la France avec ses groupes du CAC 40, etc., certains groupes du CAC 40 qui sont tournés vers les exportations, qui obtiendront effectivement un bénéfice, puisqu'ils vont, eux, exporter davantage. Mais ce sont bien les seuls. Ce sont bien les seuls, car les salariés, comme je disais tout à l'heure, les salariés, eux, vont payer au comptant cette dévalorisation de la valeur de leur travail. Voilà, et donc, telle qu'elle se construit, qui nourrit les nationalismes. Et on pense toujours que
le discours, la communication de Marine Le Pen tendrait à faire croire qu'elle est en rupture par rapport à ça, elle est anti-système. Mais non, pas du tout. Elle est tout simplement l'aboutissement de ce système européen en crise. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas le casser, c'est ça. Il faut le refonder, parce que le système est out, est très 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 mauvais. Il est effectivement ultra-libéral. Il génère des contraintes absolument inadmissibles sur le social, sur tous les domaines. Mais il faut la refonder. Et pour la refonder, il faut faire quelque chose qui a déjà existé, là encore, mais de manière complètement implicite, presque à l'ébauche, marginale. Mais au départ, ça n'était pas trop marginal. On a bâti l'Europe sur deux principes, le principe de compétition et le principe de solidarité, au départ. C'était après-guerre, le principe de solidarité, c'est éviter le retour des guerres en Europe. Voilà, je ne développe pas, c'était fait maintes fois par d'autres. Mais ce principe de solidarité, c'est à ce principe de solidarité, en menant des luttes solidaires avec les autres peuples européens, qu'il faut revenir. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut se tourner vers les syndicalistes européens, vers la CES, etc., pour bâtir des luttes qui exigent enfin. C'est pas impossible. Quand on pense, moi je pense au syndicaliste, au président du syndicat allemand DGB, qui a été le seul syndicaliste à se rendre en solidarité en Grèce pour soutenir le gouvernement Syriza. Quand on se rappelle les tensions qu'il y avait entre son gouvernement allemand, Schäuble, Merkel, et Tsipras à ce moment-là, c'est quelque chose. Ça prouve qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut rassembler des gens pour que des gens sont conscients que cette Europe libérale, elle nous emmène dans le mur, elle nous emmène dans les bras de Marine Le Pen. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Europe, état d'urgence, aux éditions du Temps de Cerise.